Bonjour à tous. Regardez bien ces images. C'est la fusée Saturne V. Elle est majestueuse. C'est le fleuron de l'Amérique. 3 astronautes partent pour un voyage vers l'espace. Mais ils ne savent pas qu'au moment où ils s'enferment dans leur cabine, ils sont en route vers une catastrophe à 300 000 km du plancher des vaches. Voici l'histoire de la mission Apollo 13. Nous sommes le 11 avril 1970. Dans la cabine, ça sent le neuf. Ça sent l'aluminium et l'électronique de pointe. À gauche, vous avez Jim Lovell. C'est le patron. Il a le regard clair, le geste précis. C'est le capitaine du navire. Apollo 13, c'est sa mission. Au milieu, Fred Hess, le cerveau technique. Lui, il est heureux. C'est son premier vol. Il touche les commandes avec une dévotion presque religieuse. Mais Fred a un secret. Enfin, pas un secret, un détail. Un petit souci biologique qui couve dans son corps. Rien de grave, pense-t-il. Et puis à droite, Jack Swigert. Il a été appelé 48 heures avant le décollage pour remplacer un titulaire. Il est nerveux, Jack. Il n'a pas les automatismes de l'équipe. Il se demande s'il est à sa place. Il vérifie tout, 2 fois, 3 fois. Il a peur de faire la boulette. Et vous allez voir que le sort va lui donner exactement ce qu'il redoute. Nous sommes en Floride, à Cap Kennedy. La base de lancement s'embrase. « 3000 tonnes de métal et de kérosène s'arrachent du sol. Jim Lovell, écrasé contre son siège, Jack Swigert qui retient son souffle, les yeux rivés sur le cadran. La vibration est telle qu'on ne peut plus lire les chiffres. À cet instant, on n'est plus des hommes, on est des projectiles. Et regardez Fred Hess. Lui, c'est le gamin de la bande. Sous l'effet de l'accélération, son corps pèse 4 fois son poids. Son cœur tape contre ses côtes comme un prisonnier contre sa cellule. Mais il sourit, Fred. Malgré la douleur, il est heureux. Et dans ce fracas de fin du monde, dans cette cabine qui hurle, Fred ressent un petit pincement. Une gêne. Oh, rien du tout. Une broutille. Il se dit que c'est le stress, que c'est la pression de la combinaison. Et soudain, la délivrance, l'apesanteur. Le silence revient, un silence de cristal. Le vaisseau se détache. Ça y est, il flotte. Il se déplace à des milliers de kilomètres/heure vers le noir absolu. Ils sont sereins. Ils se détachent de leur siège. Un stylo s'élève dans la cabine, doucement, comme s'il dansait. Fred Hess regarde par le hublot. Il voit la Terre, une bille bleue minuscule, fragile. On dirait un bijou perdu dans du velours noir. Il sourit. Sa gêne de tout à l'heure, oubliée, effacée par la majesté du vide. On s'installe dans la routine, on sort les tubes de nourriture, on discute avec le centre de contrôle à Houston. On a conscience que c'est un privilège d'être ici, dans l'espace. Jack Swigert commence enfin à décompresser. Il vérifie ses paramètres. Tous les voyants sont au vert. Pas une alerte, pas un grésillement. Il se dit, finalement, le remplaçant va s'en tirer comme un chef. Pendant ce temps, au sol, aux États-Unis,
les grandes chaînes de télé refusent de diffuser les images envoyées par le vaisseau. Pas assez vendeur, disent les patrons. Et à Houston? Dans la salle de contrôle, on ne s'ennuie pas, non, pas du tout. Des hommes en chemise blanche, le regard rivé sur les moniteurs, surveillent des colonnes de chiffres verts qui défilent. Tout est tellement sous contrôle que la vigilance finit par s'anesthésier derrière la perfection technique. C'est là qu'un contrôleur remarque une toute petite chose. Une bulle d'air dans le réservoir d'oxygène numéro 2. Pour remettre de l'ordre, il faut mélanger, brasser le gaz. Une procédure de routine. Apollo 13, ici Houston. Jack, on aimerait que tu nous fasses un petit brassage des réservoirs d'oxygène, histoire de voir où on en est. Jack Swigert reçoit l'ordre. Il est content d'être utile, lui, le remplaçant que personne n'attendait. Il tend le bras vers le tableau de bord. Son doigt cherche l'interrupteur. Il ne sait pas, personne ne sait, que dans le ventre du vaisseau, un petit fil électrique a perdu sa gaine. 1 millimètre de cuivre à nu qui ne demande qu'à s'enflammer au premier contact. Swigert bascule le commutateur. C'est le calme plat, juste avant que l'enfer ne s'invite dans la cabine. Un coup de tonnerre. Dans le vide spatial, le son ne voyage pas. Mais ici, dans la cabine, le métal hurle. Le vaisseau est secoué comme si un géant venait de le frapper avec une masse. Lovell crie. « C'était quoi ça ?» Swigert est livide. Son doigt est encore sur l'interrupteur. Il bafouille. « C'est pas moi. J'ai juste oublié. » À Houston, sur les écrans de contrôle, c'est l'enfer. Les voyants passent au rouge, les uns après les autres. La télémétrie devient folle. Le contrôleur de vol n'en croit pas ses yeux. Il perd ses piles à combustible, il perd ses réservoirs, il perd tout. Jim Lovell regarde par le hublot. Que voit-il ? Dans le noir absolu de l'espace, il y a un gaz blanc, une sorte de nuage de givre magnifique qui s'échappe du flanc du vaisseau et qui brille sous le soleil. Lovell comprend tout de suite. Ce gaz, c'est leur oxygène. C'est leur vie qui se volatilise dans le néant. Il reprend son souffle. Il appuie sur le micro. Sa voix est d'un calme qui fait froid dans le dos. Houston, nous avons eu un problème. À 300 000 km de la Terre, la machine de guerre la plus sophistiquée de l'histoire vient de devenir un cercueil d'aluminium. Et le froid commence déjà à s'insinuer partout. À Houston, c'est le choc. On ne comprend pas, on ne veut pas comprendre. Le contrôleur responsable de l'énergie regarde ses cadrans. Il tombe à zéro. Il se dit « C'est pas possible. Mes cadrans sont en panne ?» Mais non, ce que ces cadrans affichent, c'est bien la réalité. Dans la cabine d'Apollo 13, l'ambiance change. L'odeur de l'aluminium neuf a disparu. Maintenant, ça sent le brûlé. Ça sent l'ozone. Les lumières vacillent. Elles faiblissent. C'est le vaisseau qui agonise. Et là, Lovell réalise l'impensable. Il regarde ses deux coéquipiers. Swigert est figé. Ses yeux font des allers-retours entre les alarmes et le vide. Fred S., lui, serre les dents. Sa douleur au ventre, son petit pincement au décollage, ça revient, plus fort, comme si son corps se mettait au diapason du vaisseau qui est en train de crever. Lovell reprend la radio. Il faut dire l'indicible. « Houston, on regarde par le hublot. Quelque chose s'échappe. C'est un gaz, un nuage. » À Houston, Gene Kranz, le directeur de vol, se lève. Il regarde ses hommes
et il leur dit « Bon les gars, on oublie la lune. On va ramener ces 3 types à la maison. L'échec n'est pas une option. » Mais comment ? Ils sont à 300 000 km. Ils n'ont plus d'électricité, plus d'oxygène. Le vaisseau principal, l'Odyssée, est en train de s'éteindre. Lovell le sent. C'est comme s'il tenait la main d'un mourant. Il n'y a plus de courant, plus de guidage. Il faut partir, vite. Il rampe dans le tunnel étroit qui mène au module lunaire. C'est un habitacle en papier d'aluminium, grand comme une cabine téléphonique. Il s'y entasse à 3, et là, Lovell jette un dernier regard vers le hublot. La Lune, elle est là. Elle est immense. Elle brille de tous ses cratères. Ils sont si près. Ils sont si près qu'ils pourraient presque toucher la poussière d'argent. Mais ils ne s'arrêteront pas. Ils la frôlent, ils la contournent, propulsés par la gravité comme une fronde. Mais le vrai problème, ce n'est pas la Lune, c'est le froid. Pour économiser le peu d'électricité qu'il reste, ils coupent tout. Tout. Le chauffage, les ordinateurs, les lumières. Et la température chute. Fred S. est au plus mal. C'est une infection urinaire qui le brûle. Il grelotte tellement que le module entier semble trembler avec lui. Ses lèvres sont bleues. Lovell et Swigert se serrent contre lui pour lui donner de la chaleur humaine. Les conquérants de l'espace, réduits à se coller les uns aux autres comme des bêtes pour ne pas geler sur place. Et pendant ce temps, l'air s'empoisonne. À chaque respiration, il recrache du gaz carbonique. Les capteurs de Houston s'affolent. Les filtres du module lunaire sont saturés. Les voyants passent au rouge. Si on ne fait rien, dans 2 heures, ils vont s'endormir pour toujours. Le problème, il est grotesque. Ils ont des filtres de rechange, oui, mais ils sont carrés. Et les trous, dans le module lunaire, ils sont ronds. L'Amérique a envoyé des hommes sur la Lune, mais elle n'a pas pensé à uniformiser ses filtres à air. Alors, à Houston, on vide un sac sur une table. Les ingénieurs regardent le tas. Un morceau de carton, des couvertures de manuels de vol, des sacs plastiques et du ruban adhésif. L'ordre est simple. Faites entrer le carré dans le rond avec ça. Pendant 1 heure, à Houston, des génies en cravate transpirent. Ils découpent, ils collent, ils testent. Et puis, ils appellent le vaisseau. Jean, Jack, Fred, écoutez bien. On va construire une boîte aux lettres. Mettez-vous à leur place. À 300 000 km de la Terre, dans le noir, avec des gants et les doigts engourdis par le froid, les 3 naufragés découpent des manuels de bord. Ils collent des sacs plastiques. C'est du bricolage de gamins. C'est de la bidouille. Mais c'est leur seul poumon. Swigert plaque le montage contre la ventilation. On scotche le tout. On retient son souffle. Lovell regarde le capteur. L'aiguille tremble. Et elle redescend. L'air redevient pur. Ils vont pouvoir continuer à se battre. Mais le plus dur reste à venir. Le répit est de courte durée, car là-haut, dans leur petite boîte de conserve, il se passe quelque chose de terrible. La température est tombée à 3 degrés. Vous imaginez 3 degrés ? C'est la température de votre frigo. Lovell, Hess et Swigert sont transis de froid. Leurs mains sont si engourdies qu'ils ne sentent plus leurs doigts. Comme ils ne chauffent plus la cabine, la vapeur d'eau de leur respiration se condense sur les parois, sur les vitres et surtout sur les panneaux électriques. Des milliers de gouttelettes d'eau qui scintillent dans la pénombre, prêtes à provoquer le court-circuit final. C'est une bombe à retardement liquide. Fred Hess, lui, il ne sourit plus.
Il est recroquevillé dans un coin, enveloppé dans tout ce qu'il a pu trouver. Son infection urinaire est devenue une torture. Il grelotte si fort que ses dents claquent. Et ce bruit, ce petit cliquetis d'os dans le silence de l'espace, c'est le bruit de la mort qui patiente. À Houston, on regarde les écrans. On voit leur battement de cœur. C'est trop bas, beaucoup trop bas. Gene Kranz sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. S'ils ne rentrent pas maintenant, ils ne rentreront jamais. Ils vont mourir de froid ou d'épuisement avant même de voir la Terre. Alors, il faut tenter le tout pour le tout. Il faut rallumer la machine. Mais avec quelle énergie ? Il ne reste presque plus rien dans les batteries. C'est le moment de vérité. Gene Kranz donne l'ordre. Rallumez tout. Jack Swigert s'approche du tableau de bord. Ses doigts, il ne les sent même plus. Et il doit manipuler des interrupteurs avec la précision d'un horloger, alors qu'il tremble comme une feuille. Et il y a cette eau. Des gouttelettes de condensation recouvrent chaque centimètre de cuivre. Swigert le sait, Lovell le sait. Si l'eau a pénétré dans les circuits de l'ordinateur, au moment où il va basculer l'interrupteur, eh bien, ce serait le court-circuit, l'incendie. Sans électricité, pas de bouclier thermique. Pas de bouclier thermique, pas de retour. Ils finiraient tous les trois en cendres dans l'atmosphère. Swigert regarde Lovell. Un hochement de tête. Il enclenche le premier commutateur. Rien. Pas d'explosion. Il enclenche le deuxième. L'ordinateur de bord, une machine à peine plus sophistiquée qu'une calculatrice de poche, commence à gémir. Un petit bip électronique, puis un autre son. C'est un miracle. Les ingénieurs de la NASA avaient prévu des joints d'étanchéité incroyables pour l'humidité. Ils ne savaient pas que ça sauverait la mission. Mais attention, l'énergie est si faible que les cadrans sont à peine lisibles. La cabine reste sombre. Il n'y a pas de chauffage. Toujours pas. Ils doivent piloter ce monstre de métal avec une batterie qui agonise. Fred Hesse, lui, ne bouge plus. Il est dans un coin, dévoré par la fièvre. C'est bon, maintenant, ils sont alignés, ils ont l'électricité, ils ont la trajectoire. Mais devant eux, il y a le mur de feu. Ils doivent se préparer à une entrée à 40 000 km/h contre l'atmosphère terrestre. Ils abandonnent alors le module lunaire, ce petit canot qui les a gardés en vie pendant 3 jours. Pourquoi ? Parce que ce canot n'a pas de bouclier thermique. S'ils restent dedans, ils sont vaporisés en 1 seconde. Alors, ils retournent dans l'Odyssée. Elle est noire, elle est glacée, elle n'a plus de courant. C'est un cercueil de métal, mais c'est le seul qui peut encaisser le feu. Swigert rampe dans le tunnel. Il doit réveiller la machine. Mais comment respirer là-dedans ? Les réservoirs principaux sont vides, alors ils utilisent le dernier joker. 2 petites bouteilles d'oxygène de secours, normalement réservées aux dernières minutes de la descente. C'est tout ce qu'il reste. Un filet d'air, une perfusion de survie. Apollo 13, ici Houston. On vous attend à la maison. Bonne chance. Blackout. La capsule percute l'air. Dehors, c'est l'enfer. 2000 degrés. Une gangue de plasma enveloppe le vaisseau et coupe les ondes. À Houston, on fixe le chronomètre. Normalement, le silence dure 3 minutes. Pas une de plus. 3 minutes passent. Rien. L'Amérique retient son souffle. 4 minutes. Toujours rien. À cet instant, tout le monde pense la même chose.
le bouclier a lâché. Ils ont brûlé. Et soudain, un grésillement. Houston, ici l'Odyssée. On est là. Et là, sur les écrans de télé, on voit ces 3 corolles orange et blanches s'ouvrir dans le ciel bleu. C'est le miracle. L'Odyssée et les 3 astronautes sont de retour sur Terre. La capsule percute le Pacifique. Elle flotte. Elle tangue sur les vagues chaudes près des îles Samoa. À l'intérieur, c'est le choc. La pesanteur revient d'un coup, comme une enclume. L'air qui entre dans la cabine quand les récupérateurs ouvrent les coutilles n'est plus l'air recyclé, métallique et glacé du vaisseau. Regardez Fred S. Il est là, tremblant de fièvre, mais il sent la chaleur. Ça sent le sel, c'est l'air de la Terre. À Houston, Gene Kranz s'assoit enfin. Il allume une cigarette, les mains tremblantes. Il a réussi. Lovell sort de la capsule. Il est amaigri. Il a perdu 6 kilos. Il regarde le ciel. Il sait qu'il n'y retournera jamais. C'était sa dernière mission. Apollo 13 restera dans l'histoire comme un échec magnifique. Alors voilà. Ils n'ont jamais marché sur la Lune. Les 25 milliards de dollars. Les années d'entraînement. Les sacrifices. Tout ça pour faire un tour de manège tragique et revenir les mains vides. Mais vous savez quoi ? On s'en moque des cailloux lunaires. Ce que Lovell, S et Swigert ont ramené est bien plus grand. Ils ont ramené la preuve que l'intelligence, quand elle est dos au mur, peut vaincre le vide. Que 3 types dans un frigo spatial peuvent survivre si des centaines de cerveaux au sol refusent de les laisser mourir. Vous voyez, Apollo 13, c'est le moment où l'homme réalise que sa technologie, aussi brillante soit-elle, n'est qu'un château de cartes. Face à la moindre étincelle, face au moindre fil dénudé. On croit que les machines font de nous des dieux. On croit que l'espace nous appartient. Et puis, un réservoir explose à 300 000 km de la maison. Et on se retrouve à bricoler sa survie avec du carton et du ruban adhésif. Lovell a dit plus tard qu'il n'avait jamais vu la Terre aussi belle depuis son hublot, alors qu'il pensait ne plus jamais la revoir. C'est peut-être ça le vrai voyage. On part pour conquérir un désert de poussière là-haut, et on finit par comprendre que le seul trésor, c'est ce petit point bleu, perdu dans l'infini, où l'on peut encore respirer sans filtre à air.